Manu, Oui, comment vas-tu? bien et toi? Très bien, merci. Franchement, je suis content de te recevoir parce que tu es un personnage quand même assez atypique Non, mais tu sais, vraiment, tu On commence mal là. as ce côté tellement humain, tu vois, et des fois, Ouais. j'ai l'impression que les gens ont du mal à te comprendre. Ah oui. Mais le fait que je te côtoie, j'ai vraiment envie de Ouais. débattre un petit peu, de parler avec toi et surtout que tu m'expliques une anecdote, tu vois. Un truc qui m'a marqué directement, je vais comme ça directement au vif Laquelle? du sujet. Aujourd'hui, tu es venu à vélo. Oui. Hein. D'habitude, tu viens en moto Ouais. quand tu viens à la rédac. Ouais. Mais si tu n'avais pas pris le taxi, tu n'aurais jamais été une légende d'Arsenal. Ah, tu parles du fameux taxi payé par Tottenham à l'époque quand Monaco m'a permis d'aller voir des clubs qui étaient intéressés par moi. Donc j'avais prévu de voir à la fois Tottenham et Arsenal la même journée. Mais moi, je ne connaissais pas la rivalité. Donc quand les gens de Tottenham, après la réunion, me font une proposition et je leur dis qu'il me faut un peu de temps pour donner une réponse et ils me disent, est-ce qu'il faut qu'on te book un taxi? Je dis oui, parce que j'ai un rendez-vous, je leur dis pas où je vais. Mais une fois que je vais dans le taxi, évidemment, ils me demandent mon adresse. Donc je lui donne l'adresse du domicile de Arsène Wenger. Il me semble que de mémoire, c'était à Totteridge, à l'extérieur de Londres, pas très loin du camp d'entraînement d'Arsenal. Et je pense qu'il a vendu la mèche, le taxi. Quand il leur a demandé certainement de payer la course, donc il a dit voilà, je suis allé là-bas. Et ils ont certainement dû faire le rapprochement. Puis effectivement, après, ça me suit. Mais il y a plein d'anecdotes comme ça. Mais c'est vrai que celle-ci, elle n'est pas banale, quoi. Ah, ça, elle est incroyable. Ouais. Elle est C'est comme incroyable. si Marseille payait un taxi pour un joueur qui va signer à Paris, quoi, ou réciproquement. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, ça veut dire que là, dans ce moment-là, tu n'es pas conscient de la rivalité qui est entre les Non, deux clubs. non. Je l'ai su bien après. J'avais déjà quelques connaissannes sur le championnat anglais, mais moi à l'époque j'étais baigné surtout dans les bandes dessinées de joueurs. Je me rappelle plus, c'était Tom, je sais plus quoi. Il y avait plein de bandes dessinées de gamins, des pouilleux, tu vois, Olivier qui Tom. jouaient. Oliver et Tom. Olivier et Tom. Et moi j'adorais en fait, ça a baigné mon enfance et même les posters dans ma chambre avec mon frère et tout étaient parsemés de toutes sortes de joueurs, différentes nationalités. Mais j'avais une préférence pour l'Angleterre parce Ok. que j'adorais la connexion avec le public, le football total sur le terrain. J'avais l'impression en fait ça correspondait parfaitement à la fois à ma personnalité en tant qu'individu mais également de joueur. Donc je ne me suis pas trompé. Et puis, à ce moment-là de ta carrière, tu as 27 ans. Donc, J'ai 27 ans. Ouais. est-ce que le temps, en fait, de te dire, de vivre on va dire une expérience un petit peu à l'étranger, en dehors des frontières françaises, est-ce que tu avais beaucoup de choix à cette époque-là? Oui. Ouais. Hein. J'avais l'Espagne, j'avais l'Italie, j'avais l'Écosse. L'Allemagne, j'ai eu quelques touches mais j'ai jamais voulu aller en Allemagne. Voilà, voilà. Donc, j'ai préféré aller en Angleterre. L'Espagne aussi, bon, j'y suis allé, voilà, mais j'avais d'autres propositions de club également. J'étais arrivé à un tournant dans ma vie où j'étais demandeur, j'avais envie d'assouvir ma générosité sur le terrain. Donc, j'étais un peu frustré à mes débuts quand je jouais soit latéral gauche ou défenseur central, parce que tu participes quasiment peu. Alors, les latéraux aujourd'hui Bien sont sûr, c'est différent. prédominants. Mais à notre époque, ce n'était pas le cas. Et à chaque fois, j'aspirais à monter d'un cran, à être au milieu, à être dans le cœur du jeu, en fait. Donc, ça a coïncidé aussi. Est-ce qu'on a fait à Monaco, où on a été champion de France. Et par la suite, Arsène, qui était mon entraîneur à Monaco, qui m'avait lancé en pro à Monaco, était parti au Japon. Et après, par la suite, est arrivé en Angleterre. Et quand il a vu mes performances également au milieu de terrain, parce que c'est quand même pas... C'est pas commun quand même d'être appelé en équipe de France pour tes performances en tant que latéral gauche, défenseur central en tant et que milieu de terrain. Ouais, c'est Donc, il y en a quelques-uns aujourd'hui dans cette génération-là, mais quand tu as un joueur capable de s'adapter à différents systèmes sur le plan tactique au plus haut niveau, bah, c'est que du pain béni pour l'entraîneur. C'est vrai que on oublie, hein, mais on oublie, c'est vrai que tu étais un joueur polyvalent. Hein. C'était Ouais. milieu de terrain, défenseur central, latéral gauche. Et est-ce que, par exemple, ces critères-là ont fait pencher, on fait penser à Arsène Wenger que du moment où tu avais signé à Tottenham, que tu devais venir à Arsenal? Tu vois, Je pense. tu vois, qu'est-ce qui a été le moment clé? Parce que quand toi, tu me dis que tu vas signer à Tottenham, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te dis, en fait, bien sûr, tu l'as eu auparavant. Je n'ai pas signé à Tottenham, j'ai signé à Arsenal. Pardon, tu as signé à Arsenal. Parce que Tottenham, attention. Ah oui. En fait, quand tu devais signer à Ouais. Tottenham, quels sont les mots de Wenger pour te faire venir à Arsenal? Bon, déjà, moi, j'ai toujours adoré Arsène. Même quand j'étais au centre de formation et qu'il est arrivé de Nancy en tant qu'entraîneur principal de l'AS Monaco,
qui m'a donné ma chance très rapidement. Je n'avais pas encore 18 ans, et j'avais à peine 17 ans quand je jouais en pro. Et il m'a donné une confiance aveugle. Et en fait, ce que j'ai adoré avec Arsène, c'est, en dehors de ses qualités d'entraîneur, de visionnaire, c'est sa dimension humaine, son empathie pour l'être humain, en fait. C'est essayer de tirer le meilleur de l'être humain pour avoir le meilleur du joueur sur le terrain. Parce que j'ai toujours considéré que, avant d'être un joueur, on est tous, évidemment, des êtres humains, avec tout ce que ça comporte, les problèmes et, entre autres, à gérer au quotidien. On est comme monsieur tout le monde, on a nos propres problèmes également. Et Arsène a été d'une grande, grande aide sur le plan structurel et psychologique à une époque où je traversais des couloirs peuplés de fantômes. Où il a fallu que je me batte avec moi-même souvent, parce que des fois j'avais l'impression d'être habité. J'avais perdu mon frère sur un terrain de foot, mon meilleur ami s'était suicidé. J'ai perdu des êtres chers également quand je suis arrivé à Monaco. Donc le fait d'être tout seul, aussi livré à soi-même, j'avais 13 ans au centre de formation de l'AS Monaco, ça a été pour moi très très compliqué à gérer. Puis j'arrivais de Normandie, sur la Côte d'Azur, d'autant plus à Monaco, avec le côté un petit peu bling-bling superficiel. J'avais du mal à trouver des gens qui raisonnaient comme moi et qui pensaient comme moi et qui avaient cette sensibilité. Donc je me suis forgé tout seul, même si j'avais des copains, mais on est tous un petit peu partenaires et concurrents quand on est au centre de formation. C'est clair. Donc ça a été très compliqué de vivre ça. Je me rappelle le nombre de fois où je partais de chez moi, de ma Normandie natale, et c'était 2 fois par an à peu près. Je pleurais en cachette dans les toilettes de l'aéroport et tout, parce que j'avais déjà été déraciné à l'âge de 11 ans dans un sport-études à une 60aine de kilomètres de chez moi. Ça s'est fini dans un trauma et j'ai quitté prématurément tout ça parce que ma famille me manquait. Donc tout ça a fait que Arsène l'a senti. A senti que j'avais un potentiel, que j'avais des qualités, une précocité également. Et je pense qu'il s'est dit, lui, si on arrive à travailler sur la psychologie, sur sa sensibilité, essayer de le canaliser, essayer de faire justement de toute cette énergie, toute cette fougue, on puisse la canaliser en énergie positive, je pense que ça sera un pari gagnant-gagnant. Et il a été extrêmement proche de moi pendant toutes ces années, où il a été à la fois un confident, à la fois un juge, à la fois un frère, un père. Il y a des anecdotes qui resteront toujours secrètes entre lui et moi, mais que je n'oublierai jamais parce que ça m'a permis de prendre du recul sur ma position de joueur professionnel avec toutes ces obligations à avoir, l'exemplarité entre autres sur le terrain en dehors, dans la performance aussi, mais ça m'a permis de me structurer et d'avoir un soutien psychologique incroyable. Je me sentais vraiment en toute sécurité avec lui. J'avais le sentiment que je pouvais parler de tout et de rien. Donc ça m'a énormément aidé. Et en fait, il a su tout doucement, de façon pacifique, me transformer et de transformer toute cette énergie en fait, parce que, et surtout de revenir sur le terrain de la sociabilité avec les gens, parce que je me rappelle de ces réflexions quand j'ai commencé en pro à Monaco. J'arrivais souvent à l'entraînement ou même lors des matchs, je m'isolais, je m'enfermais avec mon casque de Walkman, j'écoutais toutes sortes de musique. Moi, je pensais très sincèrement que c'était pour me préparer mentalement au match, mais en fait, non. J'avais besoin de cette cassure avec le monde autour de moi pour essayer de me retrouver, me recentrer sur moi-même. Alors certes, c'était de la concentration, mais c'était plus que ça en fait. C'était nécessaire, j'avais pas envie de me disperser. Il y a des joueurs qui parlent, qui rigolent tout le temps avant les matchs. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, il faut que tu me foutes la paix. Tu vois, tu me laisses dans mon coin, et voilà. Et Arsène l'avait compris. Il avait compris toutes les subtilités de ma personnalité, en fait. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant parce que, tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, les traumas ou le vécu a été démocratisé de manière où les gens se l'expriment beaucoup plus à ce niveau-là, tu vois. Et c'est vrai qu'à ton époque, c'était pas quelque chose qui était vraiment mis de l'avant. On avait de la peine à dire ce qu'on ressentait, on avait de la peine à exposer notre vécu, même des traumas, comme tu l'as justement dit. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est que comment le rôle de Wenger dans ça, parce que c'était quand même ton coach, donc il savait que tu étais peut-être moins bien psychologiquement, est-ce qu'il a toujours été cette épaule sur qui tu pouvais te reposer à chaque moment, malgré les performances, peut-être que tu étais moins bien, parce que justement tu vivais des choses horribles, tu vois, il a toujours été là pour te soutenir et te mettre de l'avant.
Arsène n'a jamais été méchant avec moi. Même quand je lui redonnais la possibilité et l'opportunité, il ne le faisait jamais. Il a toujours été dans la discussion, dans la communication, dans le partage, dans l'échange. Toujours essayer de trouver une solution, même quand c'était très compliqué à en trouver une. Mais son empathie, quoi. L'amour qu'il a pour ses joueurs. Sincèrement, j'ai quasiment jamais entendu un joueur dire du mal d'Arsène Wenger dans son management, dans son approche, dans sa relation avec son joueur. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal. Moi, je peux pas le tutoyer, ça c'est hors de question. Et j'arrive pas à l'appeler Arsène. Il y a plein de joueurs qui l'appellent Arsène. Moi, je ne peux pas l'appeler Arsène. Tu l'appelles toujours boss? Oui, coach, boss, gaffeur, tu vois, j'y arrive pas. Et il y a très peu d'entraîneurs pour lesquels j'ai ce respect-là. Arsène, évidemment, il en fait partie, number one. J'ai revu il n'y a pas très longtemps que mes coéquipiers 398, on a fait notre dîner annuel. Et Aimé s'est déplacé avec tous ses problèmes physiques. Je ne peux pas l'appeler Aimé. Moi, je l'appelle coach toujours. Roger Lemaire, je l'appelle coach. Après, tous les entraîneurs que j'ai eus, ils ne sont pas tous à la même enseigne. Non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Mais Arsène, oui, véritablement, je sais que je ne suis pas le seul qui l'a aidé à se découvrir, à permettre justement d'avoir le mécanisme mental et psychologique pour franchir des étapes. Mais en même temps, sur la performance et l'obligation de résultat, je me rappellerai toujours, j'ai tellement d'anecdotes avec Arsène que j'aurais pu en écrire un livre. Mais pour vraiment te comprendre, au bout de quelques mois, on va jouer un match avec Arsenal. C'était ma première saison avec Arsenal, j'y arrivais pas. La première semaine. Et c'est ça qui est paradoxal, parce que la première année, je finis sur le podium des meilleurs joueurs en Angleterre. Ouais. Je finis 3e, alors que j'aurais dû finir de premier. Ouais, je te le dis tout de suite. Hein. Clairement. Non, mais même, je vous le dis, hein, j'aurais dû finir premier. Bref, on s'en fout, quoi, tu vois. Et j'y arrivais pas les premières semaines. J'arrivais pas en jeu contre des équipes qui étaient encore à du kick and rush, tu vois. C'est en long ball, on gagne la deuxième balle et on te rentre dedans et après on discute. Puis les arbitres aussi, le laisser aller envers les joueurs étrangers, c'est pas les mêmes arbitrages. Bref, à un moment donné, on joue à Southampton. T'étais à quel poste à ce moment? Défensif, milieu relayeur défensif, on jouait en binôme avec Patrick. Okay. Le fameux binôme. Ouais, et je prends une semelle, il me semble c'est Cole Palmer, un grand black, putain, un arbre le mec, un baobab sur le terrain. Et le type, il me semble que c'est lui, il me met un tacle au niveau des genoux. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une goutte de sang là. Une goutte de sang. Mais ce matin, je me suis rouvert le truc en fait. C'est bizarre. Hein, et en fait, il m'a fait une entaille. Et j'ai cru qu'il m'avait explosé les tendons en fait. Parce que je voyais, c'était ouvert et tout, je pissais le sang. À la fin du match, on fait match nul, il me semble, ce match-là. Et moi, je suis complètement dépité. Je me dis, mais c'est quoi ce championnat de bourrin? On te rentre dedans. C'est des brutes, les mecs. Ça joue pas au ballon. Le ballon, je passe mon temps à le voir en l'air. Quand il redescend, il a de la neige. Et je me suis dit, je me demandais si vraiment j'avais fait le bon choix. Et puis, il vient me voir et il me dit, Manu, accroche-toi. Tu as toutes les qualités pour réussir en première ligue. C'est juste que c'est pas du tout le même football qu'en France. Ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus d'impact physique. On joue plus sur l'aspect mental. Et là, on te teste, en fait. Là, tu joues contre des bonhommes. Et des mecs, ils s'en foutent de savoir qui t'es. Si tu as fait gagner des Coupes du Monde, des Championnats d'Europe, quoi que ce soit, ils vont te rentrer dedans de la même manière. Et jusqu'à la dernière minute. Ils vont pas le faire 15 minutes, ils vont le faire tout le match. Ils vont te mettre des coups de coude, des coups de pied, des machins. L'arbitre va le voir et ça va t'énerver, il va pas siffler. Play on. Voilà. Et il m'a dit... accroche-toi. Moi, je crois en toi. Je suis persuadé que tu as tout pour t'imposer. Il avait raison. Et tu vois, moi, je trouve qu'il est important. Et j'ai envie de m'attarder un petit peu sur un truc, le mécanisme mental dont tu faisais allusion. Parce qu'aujourd'hui, on connaît la demande et les difficultés pour certains jeunes joueurs de comprendre mentalement qu'est-ce qui se passe. Tu vois. Et j'aurais vraiment voulu que tu m'exposes qu'est-ce que ça veut dire de comprendre à ton âge, parce que tu arrives à 27 ans, hein, tu n'as pas non plus 20 ans, donc ça veut dire qu'il y a tout un process qui se fait pour arriver à 27 ans et te dire que c'est maintenant que tu vas comprendre certaines subtilités, certaines
technique pour grandir et évoluer en tant qu'homme déjà, et après en tant que joueur? Alors, ça peut paraître abstrait ce que je vais dire, mais déjà, dans mon ADN, déjà, dès le plus jeune âge, j'ai toujours été un mec qui voulait toujours gagner, en fait. Je me rappelle le nombre de fois où je piquais des gueulantes dans des équipes de jeunes, où je m'énervais, où il ne fallait pas me parler après une défaite, il fallait me laisser plusieurs heures de mon côté. Des fois, je me tapais dans les murs et tout. Mais à un point, je te jure, des fois, mes parents me regardaient en me disant « Mais lui, il n'est pas bien, lui. Il a un problème. » En fait, non. Je pense que les grands champions sont comme ça. Ceux qui arrivent à des sommets pas possibles, c'est ce dégoût justement de la défaite, ce rejet de perdre en permanence. Donc ce mécanisme, en fait, il était ancré en moi. Mais il a été développé après avec Arsène, dans son approche, dans sa méthodologie, dans le côté sécuritaire, mais en même temps exigeant qu'il imposait à ses joueurs. Puis il avait une empathie aussi pour moi qui était peut-être un peu plus prononcée que sur d'autres joueurs. Et par la suite, après, j'ai rencontré, grâce à Arsène, des gens qui étaient spécialisés dans les préparations mentales, des choses comme ça. Donc on m'a amené des mécanismes également. On m'a dit qu'il y a des choses qui se travaillent. Pour le commun des mortels, ça peut paraître abstrait, c'est bizarre à imaginer, à visualiser, mais il y a des choses. Et puis par la suite, telle rencontre m'a fait rencontrer d'autres personnes, et ainsi de suite. Et comme j'étais une éponge à cette époque-là, ouais. J'étais à la fois dans les livres, dans les rencontres spirituelles, j'étais pas dans la religion, j'étais dans pas mal de domaines. Et j'ai rencontré aussi des gens très importants dans le bouddhisme, qui venaient d'Asie. D'accord. Parce qu'on avait la chance d'avoir une famille de caméramans qui nous suivaient au quotidien, tous les matchs avec l'AS Monaco. Et ils étaient des bouddhistes, des grands pratiquants. Et donc, j'y suis allé, ça m'a intéressé. Et en plus de toute la littérature, j'ai appris des mécanismes dans tout ce qui est dans la concentration, la visualisation, la projection de soi, dans l'estime de soi, dans la confiance, mais toujours en restant positif. La répétition de mots que tu te mets dans la tête, ouais. le fait de répéter un nombre incalculable de fois par jour, les mêmes phrases de façon positive, de te persuader que tu peux et que tu vas y arriver. De mettre toutes ces ondes autour de toi, de faire en sorte que ça soit à la fois une protection, mais également quelque chose qui te donne les moyens d'être performant. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, ça fait l'homme que tu as devant toi. Mais je suis comme tout le monde, j'ai pris des gifles. Je me suis retrouvé avec des genoux à genoux à terre, ou même des fois les deux genoux à terre. Mais je me relevais à chaque fois. Tu sais, il y a une phrase dans Rocky Balboa qui dit que l'important, c'est pas de cogner. L'important, c'est de savoir comment tu encaisses et comment tu avances en encaissant. Pour moi, c'est ça la vérité de la vie. C'est vrai que donc Wenger a été un petit peu le précurseur de tout ça. Ouais. Mais est-ce que toi, avec justement ce caractère que tu avais, tu lui as fait confiance tout de suite ou tu avais besoin justement de tous ces gens qui suivaient après pour t'amener à croire à la méthode? Tout de suite pour la simple et bonne raison, c'est que déjà quand il est arrivé, il est venu me chercher, on était au centre de formation, on faisait un match, il me semble que c'était au Cavigal de Nice avec le centre de formation. Avant le match même, il y a eu le bruit qui est vite rentré dans le vestiaire en disant « Ouais, il y a le coach qui est là de l'équipe 1, Arsène Wenger est là pour regarder le match ». Il le faisait souvent, mais là, c'était particulier parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui manquaient et qu'ils avaient un agenda très compliqué parce qu'ils étaient aussi en Coupe d'Europe, en Coupe de France, l'AS Monaco. Donc, ils jouaient tous les 3 jours. Donc, à l'issue du match, on vient me voir, on me dit « À partir de demain, tu t'entraînes plus avec le centre, tu t'entraînes avec les pros ». Je n'ai plus jamais quitté les pros. Et en fait, à l'issue, quasiment, il me semble, de cette saison-là, Arsène m'a donné une preuve de confiance incroyable. On perd le titre contre Marseille, il y a ces problèmes avec... on ne va pas revenir dessus, parce qu'il y a la prescription, l'affaire OM. Mais malgré tout, je suis obligé d'en parler pour te dire comment Arsène a mis une confiance en moi alors que j'étais le plus jeune joueur de l'effectif pro. Je n'étais pas encore professionnel en plus, j'étais toujours au centre de formation. Et le lendemain, on perd contre l'Olympique de Marseille au Stade Louis II. Il m'appelle, c'était un dimanche, et on avait quartier libre. Et il m'installe dans son bureau au Stade Louis II. Et c'est à l'époque, c'était encore des vidéos cassettes, tu sais, c'était pas DVD. Et il me dit, voilà, je vais te montrer les buts qu'on a encaissés hier contre Marseille, et tu vas me dire ton ressenti. Moi, je me suis dit, putain, je vais en prendre plein la gueule. Et voilà, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, mais pas du tout.
Il me fait voir les actions plusieurs fois. Donc moi, je suis dans un silence d'or. Et voilà, il arrête la cassette, il se tourne vers moi, et il me regarde, il me dit, alors, ton ressenti sur les buts? Et je ne savais pas ce qu'il attendait de moi, en fait. Et je lui dis, coach, je ne sais pas, vous attendez quoi de moi? Il dit, j'aimerais que tu me dises très honnêtement, pour ce que tu as ressenti sur les buts, dans ta position, la position de tes collègues, l'engagement, enfin, décrypte-moi les actions, en fait. En fait, on est des consultants, en fait. Et je lui explique. Je lui donne mon ressenti. Et il me regarde, il me fait, tu sais, il n'y a pas beaucoup de joueurs de l'effectif à qui je demande ce question par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous êtes quelques joueurs sur lesquels j'ai une entière confiance, et toi, tu en fais partie. Moi, je le regarde, je fais, coach, je suis très jeune encore, je suis un bébé par rapport à tous les garçons qu'il y a dans l'effectif, qui se jouent tous la plupart en équipe de France ou dans l'équipe nationale, qui ont des palmarès comme ça, enfin bref. Il dit non. Il me dit, moi, j'ai une entière confiance en toi, je sais ce que je ressens, c'est ce que je vois tous les jours, et je te remercie. Quand je suis sorti de là, je me suis dit, ouais, c'est quand même une grosse marque de confiance, quoi. Déjà, j'étais à l'aise avec lui sur bien des domaines, mais je l'étais encore plus après. Et je me suis senti conforté, mais en plus renforcé dans ma position avec lui, en fait. Et ça ne nous a jamais quittés, en fait. Toutes les discussions qu'on a eues extra-sportives sur des problématiques extrêmement graves qui me concernaient, notamment certaines, mais je ne peux pas en parler. Et il m'a été d'une aide psychologique, et il a fait preuve d'empathie incroyable. Incroyable. De toute façon, j'ai toujours dit à Arsène, s'il me demandait de monter à l'Everest sans bouteille d'oxygène, je le ferais, même si je ne le ferais pas, mais je le ferais quand même. Il y a quand même un côté sombre qu'on ne va pas élaborer aujourd'hui. Ça fait partie de ma vie. Partie de ta vie, et je pense que d'ailleurs ça t'a servi, oui. Ce qui a suivi après. C'est vrai. J'ai envie d'élaborer cette fin de saison 97 où tu es champion avec Monaco, mais surtout ce qui a suivi après. Parce que ce qui suit après est énorme. Genre, tu gagnes le championnat avec Arsenal, tu gagnes la FA Cup, et tu deviens champion du monde. Ouais. Et tu marques en finale de la Coupe. Ouais. Donc, en fait, tu vois, je me dis, tu as passé tous ces côtés un peu compliqués, délicats à gérer, mais comment tu gères ça maintenant? Le succès, tu veux dire? Ouais, comment tu gères ce succès, cette effervescence, cette progression, cette évolution, en fait? Il n'y a pas de mode d'emploi pour gérer ça. On parle d'éducation, tout ça. Moi, je veux bien, mais je ne sais pas. Comment font les gens pour gérer au quotidien la médiatisation, tous ces côtés-là, surtout aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux. Donc, j'imagine les joueurs actuels, je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué pour avoir une vie privée, pour ne pas se faire gauler, quoi, entre guillemets. Mais moi, en fait, je l'ai très bien vécu parce que j'ai été connu très jeune. Et tout de suite, j'ai été en équipe de France avec Platini. Et j'ai connu des titres rapidement avec l'AS Monaco, que ce soit sur la scène française, où on a joué pas certaines finales aussi sur la scène européenne avec Monaco. Donc, j'étais un peu prédisposé pour ça. Là où j'étais le moins prédisposé, en fait, c'est après la Coupe du Monde 98. La célébrité, c'est un tsunami, en fait, qui arrive. C'est un raz-de-marée qui emporte tout sur son passage. Et si tu n'es pas structuré dans ta tête et si tu n'as pas un bon environnement dans lequel tu évolues, tu peux vite péter les plombs, quoi. Tu étais bien structuré, toi? J'étais bien structuré. Moi, toutes les conneries, je les avais faites avant, déjà. Donc, dû à la célébrité, à l'argent, machin, j'en ai fait long comme le bras, des conneries. C'est pour ça que je dis, si j'avais vécu aujourd'hui, à l'époque... Voilà. Mon Dieu. Je vous rassure, je me suis toujours bien comporté avec les gens. Avec la gente féminine en particulier. Mais j'ai jamais fait des choses répréhensibles. Par contre, j'ai fait des choses folles, ça c'est clair. Mais c'est quoi la chose la plus folle que tu as jamais fait? Je peux pas te le dire. T'es malade ou quoi? C'est quoi la chose la plus folle que tu as jamais fait? Non, mais il y en a tellement. Non, mais...
petite. Non, mais non, je peux pas. Je peux pas. Ça, c'est mon jardin secret. Mais non, mais j'en ai fait pas mal. Et d'ailleurs, il faut en faire. Hein. Il faut faire des conneries. On n'est pas des robots, quoi. Je veux dire, mais après, il y a conneries. Il faut surtout les assumer. Et moi, je les ai toujours assumés. Et ton retour après ça, justement, en Angleterre, tu t'étais connu, oui, mais tu n'étais pas champion du monde. Non. Comment ça se passe, justement, là, maintenant, à ce niveau-là? Tu repars sur une page blanche. Tu repars sur une page blanche? Bah oui, c'est comme quand tu signes au Barça. Quand Ok. je suis arrivé au Barça, pareil, champion du monde, champion d'Europe, c'était rien. Ah, vraiment? Bah non, quand tu arrives au Barça, t'es rien. Il faut repartir sur une page blanche. Et je vais presque dire, dans tous les clubs où tu vas, quand tu changes, tu repars sur une page blanche. Même si tu as un statut, même si tu as une histoire derrière toi, si quand tu signes dans un nouveau club, les supporters qui t'accueillent ou le club qui t'accueille, ils s'en foutent de savoir ce que tu as fait les 4 années précédentes, quoi. Et tu repars sur une page blanche, là. Il faut que tu écrives la même histoire, voire mieux que ce que tu as fait les années précédentes. Donc, quand je suis arrivé, Arsène a pris aussi la même chose. Hein. Lui, c'était marqué Arsène Who, Arsène qui en Angleterre. En gros, Arsène qui. Tu te rends compte, toi? Imagine, tu signes Arsenal et en première page du journal, il y a marqué Giroud. What the fuck? Tu prends ça dans tes dents. Donc, non, mais moi, quand je suis arrivé dans ce vestiaire à Arsenal, j'ai adoré parce qu'en fait, ce que j'éprouvais quand j'étais jeune, je lisais les bandes dessinées de tous ces gamins du foot, là. En fait, j'ai retrouvé exactement les mêmes ingrédients quand je suis arrivé à Arsenal. Club a une forte dimension humaine à mon époque. Hein. Maintenant, je ne le connais pas aujourd'hui. Je suppose que ça a changé. Mais à mon époque, il y avait une forte connexion entre les gens, que ce soit le salarié du club, les joueurs, les supporters. C'était une vraie famille. Honnêtement, c'était une vraie famille. Et les joueurs, j'ai adoré parce que en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est mon univers ici. Je suis entouré de fadabraques, de mecs qui sont complètement délurés dans leur tête, des mecs... mais rock'n'roll, quoi. Quand je voyais encore des images, je ne sais plus comment il s'appelait, le numéro 7 de Manchester United, qui est... à l'époque, dans les années 60-70, là. Best. George Best. Je le voyais des fois dans les émissions, il arrivait avec des manteaux de fourrure, machin. Mais tu as l'impression que le mec, c'était des chanteurs de rap d'aujourd'hui, tu vois, très bling-bling et tout, mais une façon d'assumer leur personnalité et leur caractère au quotidien sans être jugé par les gens en Angleterre. Ouais. J'ai adoré ça. Cette différence, en fait, cette acceptation de l'autre dans sa différence, pour moi, ça a été une révélation, quoi. Quand tu joues dans un vestiaire avec des Tony Adams, avec son histoire, avec l'alcool, tout ce qui s'est passé à la une des journaux, extra-sportive, Paul Merson, pareil, que tu clair. As Martin Keown, que le football a sauvé parce que sinon ça serait un psychopathe, peut-être un tueur en série aujourd'hui. On rigole, non, mais bien sûr, je l'ai vu faire des trucs. Ian Wright, pareil, quoi, un showman sur le terrain, mais à l'extérieur, des trucs pas possibles. De déplacements avec que ce soit en avion, en train, n'importe où, dans les hôtels, sur le terrain. Il faisait des trucs, des fois, tu te demandais, on se regardait avec Pat, des fois, on s'en éclatait de rire. Mais sérieux, pour te dire, des fois, j'entendais le public rigoler de ces conneries sur le terrain, quoi, tu vois. Mais même nous, des fois, je voyais les adversaires rigoler de ce que faisait Ian Wright sur le terrain. Mais j'ai adoré. C'était votre force, en fait, hein, aussi. C'est une équipe rock'n'roll, avec tout un tas de personnalités différentes, avec tout un tas de nationalités différentes, mais au final, on était une vraie bande de copains, quoi. On était tous proches les uns des autres. Moi, j'adorais être au contact des Anglais, avec Tintin, Lee Dixon, sur le côté droit. Enfin, j'ai adoré mon époque à Arsenal parce que je me suis éclaté en tant que joueur, mais je me suis éclaté en tant qu'être humain. J'ai adoré ma vie à Londres, adoré. J'ai kiffé. D'ailleurs, la vie à Londres, c'est compliqué, hein, quand tu es un peu célèbre. Pas trop, quand même. Hein. Tu as pu gérer les supporters sont vachement respectueux, même quand ils sont de l'équipe adverse. Moi, j'ai plein d'anecdotes à ce niveau-là qui sont incroyables. J'ai des trucs de fou, quoi. Tu vois, Sloane Street, à Londres, fait partie d'une des rues assez chères, tu vois.
Et je me rappelle que j'avais une boutique avec Jean-Claude Gitrois là-bas. Et c'était à l'époque, je jouais à Chelsea. T'avais une boutique, toi? J'avais une boutique de mode. Tu vendais des habits? Ouais. Ok. Ouais. Oui. Bah, j'ai été entrepreneur depuis longtemps dans pas mal de domaines. D'accord. Je me rappelle qu'à Chelsea, ça se passait pas trop bien avec la presse et tout. Et je marche dans Sloane Street et il y avait scaffolding, échafaudage. Ouais. Sur un building, il y avait des ouvriers qui s'attelaient justement et qui travaillaient. Et quand je passe, sur le trottoir, j'entends les mecs me gueuler dessus. Yo, yo! Moi, à un moment donné, je m'arrête, je regarde en haut, il me regarde, il me fait Yo, be careful, this guy over there. Et je dis, de quoi il me parle, le gars? Puis je regarde. Et tu sais, en Angleterre, la particularité, c'est que tu as un basement, tu vois, sur les maisons, dans la rue. Et tu peux descendre au niveau de ton basement, donc à l'étage inférieur. Exactement. Le mec était caché au niveau des poubelles, c'est un paparazzi, il était en train de prendre des photos de moi, en fait. C'est là, je le vois, et je vois avec le reflet du soleil, je vois un éclat. Et je vois qu'il était en train, avec son téléobjectif, essayer de me choper. Et je vois les mecs descendre de l'échafaudage. Qu'est-ce qu'il veut? Et ils vont chercher le type, ils le ramènent à 3, ils le traînent par terre. Avec son appareil, la sangle, presque, elle l'étranglait, tu vois. Et le gars, il me regarde, il dit « Ouais, on est des supporters de Tottenham, mais on a un grand respect pour toi, parce que tu es un grand joueur. Et tu es toujours bien comporté, donc on n'a rien à te dire. Et nous, ça nous énerve, les mecs comme ça. » Là. Okay. Et je le regarde, je lui fais « Il est au paparazzi ?» Il me dit « Oui. » Je dis « Mais pourquoi si tu veux une photo, dis-la moi. Tu fais une photo de moi, on n'en parle plus, mais pourquoi tu te caches dans les poubelles ?» Il me dit non, il a le mec qui prenne son appareil et tout, il sort la pellicule, il dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je le regarde, les gars, je voulais que je fasse quoi? Je lui dis on va pas le taper déjà. Hein? Par contre, si tu peux delete tes photos, et si tu veux en prendre une, je lui dis prends-en une normale, mais pas le style, tu sais comment ils font. Pour créer le buzz. Et après, tu mets une légende à la con et tu passes pour un teubé, quoi. C'est tu clair. vois. Et là, ils me disent non, tu pars pas tant que. En fait, ils ont réglé le problème. Le mec, il s'est levé. Il m'a tendu la main, le paparazzi. Vas-y. Je le regarde. Je lui dis pourquoi you want to shake my hand? Il me dit parce que tu m'as évité de prendre des coups. Parce que les ouvriers s'en foutent des taux tribunal après. Hein. C'était là pour. Moi, c'était différent. Donc, c'est une anecdote parmi tant d'autres, mais j'en ai plein. J'ai plein d'anecdotes avec les supporters, même de clubs adverses. Qui savent faire la différence entre la rivalité entre deux clubs, mais également le respect de joueurs. Je suis persuadé que les supporters d'Arsenal, demain, ils voient des mecs comme Kevin De Bruyne à Londres en train de marcher. Ils vont lui serrer la main parce que ce qu'il représente, mais l'attitude qu'il a aussi à l'extérieur. Donc, il y a des joueurs comme ça qui... voilà, et j'en faisais partie à cette époque-là. C'est beau, ça. Hein? Bah oui, moi, j'ai toujours aimé ça, en respect, fait. Hein. J'ai toujours aimé le contact avec les gens, contrairement à tout ce qu'on a pu véhiculer sur moi. C'est ça aussi. Ouais. Les gens Et c'est vrai que tu as raison, j'ai une sensibilité qui n'est pas commune. Ouais. Et écoute, c'est pas grave. Hein. Ça, tu es comme tu es, Manu. Bah tu oui. es comme tu es. Mais d'ailleurs, ça vient à ma dernière question. Comment tu fais pour quitter un vestiaire comme Arsenal, un coach comme Arsène, et te retrouver après dans un vestiaire de Chelsea et dans un vestiaire au Barça où c'est très compliqué humainement? Tu vois, comment tu le vis? Comment tu trouves tes repères? Comment tu fais ta place, en fait? Bah déjà, j'ai été stupide parce qu'à cette époque, j'ai écouté une femme et j'ai placé ma vie privée devant ma vie professionnelle. Et à l'époque, j'ai oublié que j'étais un joueur professionnel et que ma priorité était mon job. Ma vie de famille était importante également, mais ma vie de famille, sans prétention aucune, me suit. Ce n'est pas moi qui suis ma famille, c'est elle qui me suit. C'est moi qui suis le soutien de famille, c'est moi par qui tout est généré. Donc je sais que ça peut paraître exigeant, arrogant de ma part, mais c'est la vérité. Et tu sais comment c'est, tout se fait, se forme autour du joueur et en fait c'est lui le patron de la multinationale et tu as tous les gens autour, le family office qui fait tout en sorte pour que tu sois performant à tous les niveaux. Donc quand je suis parti d'Arsenal, je savais que je faisais une connerie. Tu savais déjà. Au fond de moi, je le savais. Je savais que les rares fois où j'ai pris des décisions qui n'étaient pas en corrélation avec la finalité de ce que je faisais, je me plantais. À chaque fois que je mettais des sentiments avant le pragmatisme,
je me faisais avoir à chaque fois. Et ça n'a pas raté. Donc, quand je suis parti, évidemment, Arsène, au bout de 6 mois, elle est revenue me voir à Barcelone. Alex Ferguson aussi m'a appelé plusieurs fois. Il voulait que je vienne signer à Manchester United. Et j'ai décidé de retourner à Chelsea, tout simplement parce qu'encore une fois, j'en ai fait une affaire d'orgueil, de fierté, d'orgueil, mal déplacé. J'aurais dû accepter avec une beaucoup plus grande humilité que je m'étais non seulement trompé, mais qu'en plus, si je devais revenir en Angleterre, il fallait que je revienne à la maison, à Arsenal. Arsène était disposé, il était venu me voir à Barcelone pour me convaincre de revenir à Arsenal. Et moi, je me suis dit, étant donné que le club n'a pas fait grand-chose pour me garder, je me suis dit, pourquoi revenir dans un couple où tu sens que ta femme n'a pas tout fait pour te garder, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai fait une affaire d'orgueil, de fierté à ce niveau-là, mais également avec... j'ai fait une autre erreur parce que j'aurais dû signer à Manchester United. Si tu ne signes pas à Arsenal, tu signes à Manchester United. C'était les 2 clubs qui se disputaient le titre à chaque année à cette époque-là. En fait, je me suis non seulement gouré, mais en plus, j'ai continué dans mon erreur et j'ai fait n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu la fin de carrière que j'aurais estimé ou j'aurais pu avoir, quoi. Parce que pour de mauvaises décisions. Ouais. Et est-ce qu'avec justement cette lucidité et ce recul, et plus de 20 ans après, est-ce que tu as des regrets? Non. Tu vois, souvent, on a ce que j'aime bien. Les regrets sont plus dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. J'ai eu une vie professionnelle extrêmement riche. Okay. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai vécu des émotions extraordinaires dans les différents clubs où je suis allé. Parce que malgré tout, même à Barcelone, il y a eu des moments quand même positifs. À Chelsea, pareil. Et puis quand tu es joueur de foot et que tu as du succès, tu sais aussi bien que moi, c'est comme Gladiateur, quoi. C'est un Russell Crowe au milieu de l'arène, tu vois, et tout le monde chante Maximus, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est clair. Ils te font des chansons de toi. Je veux dire, tu connais, toi, notre sphère de la société où les gens te plébiscitent, ils chantent, ils font des chansons pour toi, quoi. Je veux dire, il n'y a que le sport, il n'y a que le foot pour ça. Ah, c'est clair. Les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est un rapport égocentrique extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il faut être bien ici, avoir du plomb dans les semelles pour rester bien cramponné à la surface de la Terre. Mais mon plus grand... Non, j'ai un seul regret, en fait. Tu me poses la question si j'ai un regret. J'ai un regret, c'est que ça se soit terminé, en fait. Ah, quand même. Hein. Ouais, parce que... j'ai toujours voulu être joueur de football professionnel. J'avais fait des rêves prémonitoires quand j'avais 10-11 ans, notamment sur la Coupe du Monde 98. Ah ouais? Oui. Je l'avais même écrit avant même que la France soit désignée organisatrice de la Coupe du Monde. J'avais dit que la France allait gagner une Coupe du Monde chez elle 2-0 en finale contre le Brésil. Incroyable. Oui. J'en ai même parlé à Franck Leboeuf lors de la finale quand il a remplacé et je me suis mis en défense centrale à côté de lui. Enfin bref. C'est fou ça quand même. Hein. J'ai toujours voulu être joueur professionnel. J'ai tout fait pour devenir joueur professionnel. J'ai tout fait justement pour vivre une vie extraordinaire et je l'ai fait. Donc, j'ai pas de regrets. Même sur des gens qui sont très mal comportés avec moi, certains entraîneurs ou certains joueurs ou certains journalistes. Aucun regret. J'ai pas d'amertume. Je leur en veux pas. Je leur pardonne. Et je demande pardon également à tous les gens que j'ai pu heurter dans mes passages également. J'ai certainement dû heurter certaines personnes. Donc, voilà. J'aurais pu discuter davantage de pas mal de domaines. Je sais, mais bon, on va pas tout déchiffrer. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire et ce serait intéressant d'avoir un petit livre du côté sombre de Manu Petit pour comprendre un petit peu par quoi tu es passé. Tu vois, je les gère, hein, tous mes petits fantômes, non, je les gère. Ça va, je m'accommode. J'ai appris à vivre avec et sincèrement, aujourd'hui, à 53 ans, je peux dire que j'ai trouvé une certaine sérénité. Ouais. Je suis beaucoup moins en colère, beaucoup moins écorché vif. Je ne vais pas dire que je suis rentré dans le rang. Mais disons que ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli m'a permis justement de boucler la boucle. Merci beaucoup, Manu. Merci à vous, les gars. Et bonne continuation. Hein.